On nous répète souvent qu'il faut prendre le train de l'intelligence artificielle en marche. Et quelque part, c'est vrai. Refuser de regarder ce qui arrive serait probablement absurde. L'IA est déjà là. Elle transforme la création, le travail, l'éducation, la recherche, l'industrie, la guerre, les services publics, nos façons de chercher, d'écrire, de décider ou encore de produire. Mais prendre le train en marche ne veut pas dire monter dedans les yeux fermés. Parce qu'avant même de savoir si l'intelligence artificielle est une révolution, une menace ou une opportunité, il y a peut-être une première question plus simple à se poser. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle d'un outil, d'une infrastructure, d'un marché, d'une promesse politique, d'une nouvelle dépendance, d'une forme d'intelligence externalisée ou d'un gigantesque système technique, énergétique et économique qui avance plus vite que notre capacité collective à le comprendre? Parce que l'un des grands paradoxes de l'IA, c'est qu'elle nous est présentée comme quelque chose de fluide, d'immatériel, presque magique en fait. Une fenêtre de dialogue, une image générée en quelques secondes, une réponse instantanée, un assistant dans la poche. Mais derrière cette impression de légèreté, il y a une réalité très lourde. Des data centers, des câbles, des GPU, de l'eau, des terres, de l'électricité, des métaux, des chaînes logistiques, des centrales, des capitaux, des États, des armées, des entreprises capables d'investir des dizaines, parfois des centaines de milliards. L'Agence internationale de l'énergie estime que les data centers représentaient environ 1,5% de la consommation électrique mondiale en 2024 et que leur consommation pourrait plus que doubler d'ici 2030 pour atteindre environ 945 TWh, soit un niveau légèrement supérieur à la consommation électrique actuelle du Japon. L'IA serait le principal moteur de cette hausse. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de sortir du mot cloud. Parce que cloud, bon, c'est un mot confortable, ça veut dire nuage, quelque chose qui flotte, qui n'appartient à personne, qui ne prend pas de place. Sauf que le cloud n'est pas dans le ciel, il est dans des bâtiments, il est dans des zones industrielles. Il est à Marseille, à Paris, à Dublin, à Francfort, à Londres, en Virginie, au Texas, à Singapour. Et quand l'IA devient massive, ce monde physique devient plus visible. En Irlande, par exemple, les data centers ont représenté 22% de l'électricité mesurée du pays en 2024 contre 5% en 2015. Ils ont même dépassé la consommation des foyers urbains. Ce chiffre ne veut pas dire que tous les pays vont devenir l'Irlande, mais il montre une chose. À partir d'un certain seuil, le numérique cesse d'être un secteur parmi d'autres. Il devient un acteur majeur du système électrique. Et c'est là que le discours sur l'IA devient intéressant, parce qu'il se divise. D'un côté, il y a le discours écologique, celui qui dit que cette course à la puissance de calcul risque de contredire nos objectifs climatiques, d'augmenter la pression sur les réseaux, de relancer le gaz, le charbon ou d'aggraver les conflits d'usage sur l'eau et l'électricité. Et de l'autre, il y a le discours stratégique, celui qui dit que si l'Europe ne construit pas ses propres capacités d'intelligence artificielle, alors elle deviendra dépendante des États-Unis ou de la Chine, comme elle l'est déjà largement sur le cloud, les plateformes, les systèmes d'exploitation, les suites bureautiques, les smartphones et les réseaux sociaux par exemple. Et ces deux discours ne s'annulent pas, ils se percutent parce que la même structure peut être vue comme un problème écologique ou comme une condition de souveraineté. La même consommation électrique peut être vue comme une dérive ou comme un investissement stratégique. Le même data center peut être vu comme une artificialisation du territoire ou comme une usine de l'économie numérique. Et c'est précisément là qu'il faut éviter les réponses trop simples. Dire l'IA consomme donc il faut l'arrêter, c'est insuffisant. Mais dire l'IA est stratégique donc il faut tout accélérer, c'est tout aussi insuffisant. La vraie question serait plutôt quelle IA veut-on construire? Pour quels usages? Avec quelles infrastructures? Sous quel contrôle et au bénéfice de qui? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre une intelligence artificielle utilisée pour améliorer des prévisions météo, aider à découvrir des molécules, assister un médecin, optimiser un réseau électrique ou même accompagner un élève en difficulté, et une IA utilisée pour générer des millions d'images jetables, automatiser du spam, saturer les réseaux sociaux, produire du contenu sans fin ou rendre chaque interface numérique plus addictive encore. Le problème n'est peut-être pas seulement la technologie, le problème c'est le modèle d'usage. Et là, on touche à un point essentiel, l'effet rebond. Plus une technologie devient efficace, plus elle devient accessible. Plus elle devient accessible, plus on l'utilise. Et parfois, les gains d'efficacité sont annulés par l'explosion des usages. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. On peut rendre chaque requête moins énergivore, on peut optimiser les modèles, on peut utiliser des modèles plus petits, plus spécialisés, plus locaux, on peut améliorer le refroidissement des data centers. Tout cela est réel, nécessaire et utile. Mais si en parallèle on installe de l'IA partout, tout le temps, dans chaque moteur de recherche, dans chaque logiciel, chaque messagerie instantanée, chaque objet connecté, chaque réseau social, chaque outil de création, chaque service client, chaque vidéo, photo, acte administratif, alors la question n'est plus seulement combien coûte une requête, la question ça devient combien de requêtes allons-nous créer parce que l'IA est là. Et mon postulat est le suivant, prendre le train en marche, oui, mais ne pas confondre l'outil et l'environnement permanent. Utiliser l'IA comme un outil, c'est choisir un moment, une tâche, une intention. Laisser l'IA devenir un flux permanent, c'est autre chose. C'est accepter qu'elle s'interpose entre nous et l'information, entre nous et l'écriture, entre nous et la recherche, entre nous et la décision, parfois entre nous et l'effort même de formuler une pensée. Et ça ne veut pas dire qu'il faut refuser l'IA. Ça veut dire qu'il faut apprendre à distinguer l'usage qui augmente réellement une capacité humaine de l'usage qui remplace simplement une friction utile. Parce que toutes les frictions ne sont pas des obstacles. Certaines frictions sont des moments de pensée. Alors c'est vrai que chercher, hésiter, comparer, douter, reformuler, lire une source contradictoire, ne pas avoir une réponse immédiate, tout ça, ça peut sembler un peu frustrant et inefficace de nos jours. Mais c'est aussi une partie de ce qui construit notre jugement. L'IA promet souvent de nous faire gagner du temps. Il faudrait peut-être se demander
Du temps pour quoi faire? Si elle nous fait gagner du temps pour créer mieux, apprendre plus, comprendre davantage, travailler avec plus de précision, alors c'est un outil formidable. Mais si elle nous fait gagner du temps pour produire plus de contenu, plus vite, dans des flux déjà saturés, sans forcément mieux penser, alors elle risque surtout d'accélérer une fatigue déjà présente. C'est pour ça que le débat ne peut pas être uniquement énergétique. Il est aussi cognitif, culturel, il est aussi politique. Parce que l'IA ne produit pas seulement des réponses, elle façonne des habitudes. Et derrière ces habitudes, il y a des acteurs économiques. Aujourd'hui, une immense partie de notre vie numérique dépend d'entreprises extra-européennes. Les auditions parlementaires qui ont lieu actuellement autour de la commission d'enquête sur les vulnérabilités numériques reviennent constamment sur cette question. L'Europe n'est pas absente du numérique, mais elle dépend massivement de couches d'infrastructures, de logiciels et de plateformes qu'elle ne contrôle pas. Cédric O, lors de son audition, l'a résumé brutalement. Le sujet n'est pas l'autarcie. Aucun pays ne peut tout faire tout seul. Le sujet, c'est l'équilibre. Avoir assez d'acteurs européens pour ne pas dépendre totalement de décisions prises ailleurs. Aucun pays du monde n'est autarcique en matière technologique. Les Européens, sur certaines briques technologiques, sont monopolistiques, y compris vis-à-vis des Américains. Et donc il me semble que la volonté d'indépendance de l'Europe ne doit pas être une volonté d'autarcie, mais elle doit être une volonté d'équilibre. Ce qu'on peut constater, de toute évidence, c'est que l'Europe a largement raté le virage technologique. Qu'aujourd'hui, si on regarde qui sont les fournisseurs dans le monde de solutions technologiques, ils sont très largement américains ou chinois, et nous dépendons de manière excessive de ces fournisseurs de solutions technologiques dans tout un tas de domaines. C'est vrai de manière macro, c'est vrai de manière micro. Je ne peux que constater que l'Assemblée nationale utilise le logiciel Zoom, ce qui me semble une bonne incarnation de la dépendance française à un certain nombre d'outils américains. Parce qu'une dépendance technologique n'est jamais seulement technique, elle devient économique, juridique, culturelle, militaire, diplomatique. Si l'État, les hôpitaux, les écoles, les entreprises, les médias, les armées et les citoyens utilisent des outils étrangers sans alternative crédible, alors la question n'est pas seulement est-ce que l'outil fonctionne? La question, ça devient aussi qui peut couper l'accès, qui fixe les règles, qui capte la valeur, qui entraîne les modèles, qui décide de ce qui est acceptable et surtout, quelle représentation du monde ces systèmes transportent-ils avec eux? Arthur Mensch chez Mistral emploie une formule très forte. Il parle de transformer des électrons en tokens, autrement dit de transformer de l'électricité en unité d'intelligence artificielle. La formule est brillante, mais elle est aussi vertigineuse. Ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle générative, et fondamentalement sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est un modèle qui consiste à transformer de l'énergie en intelligence, donc en génération de tokens qui sont derrière utilisés pour déléguer des tâches, pour faire de la recherche en mathématiques, pour opérer des chaînes logistiques, pour améliorer des outils, pour déployer des systèmes embarqués dans des robots, dans des drones, etc. Donc on est dans un métier où on transforme de l'électricité en génération de tokens. Et c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut traiter plus ou moins comme une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'intelligence comme on réfléchit à l'énergie. Ce que dit Arthur Mensch ici, c'est que l'intelligence devient une ressource industrielle. On ne parle plus seulement d'idées, de talents, de cerveaux, de chercheurs ou d'artistes. On parle de mégawatts, de GPU, de centres de calcul, de marge, de dette, de raccordement électrique, de souveraineté énergétique. Et ça change profondément la manière de penser l'intelligence. Si l'IA devient une ressource comparable à l'électricité, alors ceux qui contrôlent la production, la distribution et l'accès à cette ressource deviennent des acteurs de puissance. En fait, dans la chaîne qui transforme l'électron en token, il y a à peu près 10%, vous voulez, qui va à l'électron. Donc si votre seul rôle, c'est le seul rôle de l'Europe, c'est d'être le fournisseur d'énergie, ça veut dire qu'il y a 90% de la valeur qui est ailleurs, et donc qui repart en fait, il sort de l'Europe et qui va être investi, recyclé en R&D, utilisé comme vecteur de puissance par d'autres acteurs. Donc il faut le prendre en compte. Ensuite, sur le sujet du temps. Alors sur le sujet du temps, je dirais qu'on n'a pas le temps, notamment parce que c'est lié à des contraintes physiques. On parle de ressources naturelles, là, on parle d'utilisation de ressources naturelles pour transformer de l'électricité en token. Il n'y a pas une électricité infinie dans le monde. Les États-Unis saturent leur électricité pour la transformer en intelligence artificielle. Ils déploient $1 trilliard l'année prochaine. Quand ils déploient $1 trilliard, ça veut dire qu'ils veulent $2 trilliards en retour. Donc ils voient bien qu'il y a un marché immense qui se crée, et ils voient bien que en fait, celui qui possède la ressource, celui qui se fournit les chips, celui qui possède les électrons, qui possède les centrales éventuellement, ou qui a accès à l'énergie de manière massive, c'est celui qui gagne. Mais cette métaphore mérite aussi d'être interrogée, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas une ressource naturelle, c'est pas de l'eau, c'est pas du vent, c'est pas du soleil ou du pétrole, c'est une construction technique, économique et culturelle. Elle dépend de données, de choix d'entraînement, de filtres, d'architecture, d'objectifs commerciaux et de normes politiques. La présenter comme une ressource naturelle peut aider à comprendre son importance, mais cela peut aussi rendre son déploiement inévitable, presque biologique, comme si elle échappait déjà à toute décision collective. Or, rien n'est totalement inévitable dans les usages, on ne contrôle pas tout, évidemment. Il y aura des effets de mode,
des logiques de concurrence, des usages absurdes, magnifiques, des usages dangereux ou même des usages imprévus. Mais on peut encore discuter des priorités. Faut-il mettre la même énergie à générer des vidéos virales qu'à améliorer des systèmes de santé? Faut-il mobiliser les mêmes infrastructures pour automatiser de la publicité que pour accélérer la recherche scientifique? Faut-il laisser le marché décider seul de ce qui mérite de consommer du calcul? Faut-il réserver une partie de la puissance disponible à des usages publics, éducatifs, scientifiques ou souverains? Et comment évaluer tout cela sans tomber dans une technocratie impossible? Ce sont des questions ouvertes, mais elles doivent être posées maintenant, parce que les infrastructures, elles, se construisent vite, et surtout, elles engagent le futur. Un data center, c'est pas une application qu'on peut désinstaller quand on veut, hein. C'est du béton, des raccordements, des contrats, des zones industrielles, des engagements énergétiques sur des années. En France, le réseau de transport de l'électricité indiquait que la consommation des data centers était estimée autour de 4 à 6 TWh en 2023, selon le ministère, et que les capacités de raccordement des centres connectés au réseau public de transport atteignaient 770 MW fin 2025. La France a un avantage réel, une électricité largement décarbonée grâce au nucléaire. C'est pour cela qu'elle devient attractive pour les data centers et l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé en 2025 environ 109 milliards d'euros d'investissement liés à l'IA en mettant en avant cet avantage énergétique français. 1 year ago in Paris, we announced $109 billion in AI investments. And we are delivering this project with a lot of data centers, 58 billion euros in 2025, powered by our decarbonated nuclear energy. With a great asset, and this is very important indeed, to have low carbon and available energy. Last year, France exported 90 terawatt-hours of low carbon energy and pilotable energy, which is a huge opportunity to build faster and bigger data center. Mais là encore, l'avantage pose une question. Si notre électricité décarbonée sert principalement à alimenter les services de grands acteurs étrangers, est-ce une victoire industrielle ou une nouvelle forme de dépendance? Si la France accueille les infrastructures et que la valeur remonte vers les plateformes, les clouds, les modèles et les capitaux étrangers, alors que gagne-t-on réellement? Des emplois, oui. Des investissements, certes. Des infrastructures, d'accord, mais est-ce suffisant pour parler de souveraineté? C'est tout le débat qui apparaît dans les auditions en ce moment. Avoir les murs ne veut pas dire contrôler la chaîne de valeur. Un data center peut être en France, le client peut être américain, le cloud peut être américain, le modèle peut être américain, les GPU peuvent être américains ou taïwanais, le financement peut venir du Moyen-Orient et les usages peuvent être mondiaux. Donc la souveraineté numérique n'est pas une question binaire, hein. C'est pas chez nous ou pas chez nous, c'est une chaîne. Et la vraie question est à quel endroit de la chaîne sommes-nous forts? À quel endroit sommes-nous dépendants? Et à quel endroit est captée la valeur? Il y a aussi un autre angle à ne pas oublier, la transparence. Sur l'empreinte réelle de l'intelligence artificielle, on sait encore trop peu de choses. Les entreprises communiquent de temps en temps sur leurs engagements, leurs objectifs de neutralité carbone, leurs achats d'électricité renouvelable et leurs efforts d'efficacité, bien entendu. Mais il reste difficile de connaître précisément la consommation réelle d'un modèle, d'un usage, d'une vidéo générée ou d'un agent autonome, ou même d'un data center spécifique quand les données sont protégées par le secret commercial. Microsoft, par exemple, indiquait dans son rapport environnemental de 2024 que ses émissions totales avaient augmenté de 29,1% par rapport à leur niveau de référence de 2020. L'entreprise explique que cette hausse provient principalement de l'augmentation des émissions indirectes, liées notamment à la construction de nouveaux data centers ainsi qu'aux composants matériels nécessaires à l'IA et au cloud. Google, de son côté, a déclaré avoir consommé environ 23 milliards de litres d'eau en 2023 pour le refroidissement de ses data centers. C'est un chiffre qui rappelle que l'impact environnemental de l'IA et du cloud n'est pas seulement électrique mais aussi hydrique. Mais ces chiffres ne disent pas tout. Ils ne permettent pas toujours de distinguer les usages. Ils ne disent pas forcément quelle part est liée à l'IA générative, au cloud classique, à YouTube, aux moteurs de recherche, aux services d'entreprise, au stockage, à l'entraînement des modèles ou à l'inférence quotidienne. Et c'est un problème démocratique, parce qu'on ne peut pas débattre sérieusement d'une technologie si ses coûts réels restent opaques. A l'inverse, il faut aussi éviter le piège de l'alarmisme facile. L'IA peut aussi servir à réduire certains impacts, à optimiser des réseaux, à simuler des matériaux, à aider la recherche climatique, à améliorer des diagnostics, à rendre certains processus industriels plus efficaces. Pour l'Agence internationale de l'énergie, l'IA est un paradoxe énergétique. Elle pourrait faire exploser la consommation électrique des data centers, tout en devenant aussi un outil majeur pour optimiser les réseaux, améliorer l'efficacité énergétique et réduire certaines émissions. Donc la question n'est pas est-ce que l'IA elle est bonne ou elle est mauvaise. Cette question est presque trop pauvre en fait. La question c'est dans quelles conditions l'IA produit-elle plus de bénéfices que de coûts? Et surtout, qui décide de cette balance? Les entreprises, les États, les utilisateurs, les marchés, les chercheurs, les citoyens, les plateformes. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie du futur semble être écrite par ceux qui peuvent investir le plus vite. Et cela pose une dernière question. Est-ce que l'urgence est réelle ou est-ce aussi un récit stratégique? Parce qu'on entend souvent, si nous ne le faisons pas, les autres le feront. Et bon, c'est probablement vrai en partie.
Mais cette phrase peut aussi servir à neutraliser le débat. Elle transforme chaque interrogation en retard, chaque prudence en naïveté, chaque nuance en obstacle. Or, ralentir pour comprendre n'est pas forcément refuser d'avancer. Parfois, c'est la condition pour ne pas avancer n'importe comment. Peut-être qu'il faut accepter l'IA, mais refuser sa naturalisation. Accepter qu'elle transforme nos métiers, mais refuser qu'elle devienne une excuse pour dévaloriser le travail humain. Accepter qu'elle soit utile, mais refuser qu'elle envahisse tous les espaces de l'attention. Accepter qu'elle demande des infrastructures, mais exiger de savoir pour quel usage, avec quelle transparence et quelle répartition de la valeur. Accepter qu'elle soit stratégique, mais ne pas oublier que tout ce qui est stratégique n'est pas automatiquement souhaitable sous toutes ses formes. Au fond, le vrai sujet n'est peut-être pas de savoir s'il faut être pour ou contre l'IA une fois de plus. Le vrai sujet, c'est de savoir si nous sommes encore capables d'en faire un outil plutôt qu'un environnement. Un outil, on le prend, on le choisit, on le pose, on le questionne. Un environnement, lui, il finit par nous envelopper au point qu'on ne le voit plus. Et c'est peut-être là que se joue la grande question de cette époque. Pas seulement dans les data centers, pas seulement dans les lois européennes, pas seulement dans les modèles de langage et pas seulement dans les milliards investis, mais dans notre capacité à garder une distance critique face à une technologie qui promet justement de supprimer la distance, l'attente, l'effort, le doute et la recherche. L'IA peut nous aider à penser, mais elle peut aussi nous habituer à ne plus commencer par penser par nous-mêmes. Et c'est peut-être ça la nuance la plus importante. Le danger n'est pas forcément que l'IA devienne intelligente à notre place. Le danger serait peut-être que nous devenions trop pressés, trop dépendants, trop fascinés ou trop fatigués pour décider consciemment de la place qu'on veut lui laisser. Alors oui, prenons le train, mais regardons quand même où il va. Et surtout, demandons-nous qui pose les rails. Merci de m'avoir écouté. Pour cette vidéo, je me suis notamment appuyé sur les travaux de l'actuelle commission d'enquête autour des vulnérabilités numériques et des dépendances technologiques européennes, ainsi que sur plusieurs rapports et recherches liés à l'impact écologique et énergétique de l'intelligence artificielle. Toutes les sources évoquées sont disponibles en description de cette vidéo. Pour de prochaines vidéos autour de l'intelligence artificielle, de nos rapports aux technologies, de créativité, de souveraineté numérique et plus largement de réflexions qui croisent culture, philosophie et mutation contemporaine, je vous invite vivement à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à séduire l'algorithme en commentant, likant et partageant cette vidéo. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir mon travail. Prenez soin de vous, restez critiques et nuancés, et moi je vous dis à très bientôt.